Je m'appelle Agata Dżernowska, je suis polonaise. Et mon parcours, c'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je faisais mes études en Pologne. C'était l'étude de droit. Un an, je passais en France comme étudiant Erasmus. C'était la plus connue université au Havre. Vous connaissez? Oui, tout le monde m'a dit que c'était intéressant. Et c'était vraiment intéressant d'être en Normandie. Oui. Mais grâce à ça, j'espère que je peux faire ça en français. Donc, c'était 5 ans de droit. Et après, je faisais collège d'Europe. Donc, c'est l'école sur l'Europe, l'Union européenne. Et après, j'ai décidé de faire mon stage donc pour commencer de travail dans la Commission européenne. Et je postulais pour le stage dans les unités sport. Parce que je jouais handball pour 10 ans. Donc, c'était ma passion. Donc, je disais, on va essayer, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la Commission européenne, dans le sport. Et j'ai réussi. J'ai passé 6 mois dans la Commission européenne. Je faisais cette stage. Et après, j'ai passé les examens pour être le fonctionnaire en Pologne. J'ai travaillé pendant 5 ans au ministère du Sport et Tourisme en Pologne. J'étais responsable pour les affaires européennes. Et maintenant, je travaille dans la Commission européenne. Donc, ça c'est intéressant déjà que dans la Commission européenne, il existe une petite cellule de 15 personnes qui s'occupent des sports. Et c'est intéressant parce que c'est pas vraiment le sport de haut niveau. Donc, maintenant, vous voyez que mon sujet, ça va être très difficile pour moi. Et en fait, c'était Patricia qui a décidé sur le sujet. Donc mais je vais essayer. Bon, peut-être je vais commencer avec cette année. Donc, l'année 2016, j'espère que c'est important pour le sport. Parce qu'on a Jeux olympiques, on a l'Euro ici en France. Mais aussi, c'est très important parce on avait beaucoup de scandales dans le sport. Comme vous savez, FIFA, l'UEFA, dopage, Sharapova. Donc, maintenant, je pense que le sport de haut niveau, il est dans un moment difficile. Je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, comment je vois le futur des sports de haut niveau. Ça, c'est à peu près que je voudrais vous dire. Donc, premièrement, je vais vous un peu expliquer le rôle de l'Union européenne dans le domaine du sport de haut niveau. Parce que, en fait, on s'occupe pas des sports de haut niveau comme compétition, mais il y a beaucoup de points de convergence, donc on va voir ça. Après, quelques mots sur futur. Et si on a le temps, je vais vous dire très brièvement sur notre outil qu'on a, outil financier qui s'appelle Erasmus Plus Sport, et aussi sur le Semestre européen du sport. Bon, donc je vais commencer avec quelque chose de super ennuyant. Donc c'est le traité de Lisbonne. Donc ici, vous voyez pour la première fois, en 2009, on a le mot sport dans le traité. Donc c'est une nouvelle ouverture 2009, quand on commence de parler sur le sport vraiment dans l'Union européenne. Et l'Union a compétence. Je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est et comment on comprend ça. Donc, la première partie, ça touche plutôt le sport de masse. Et la deuxième, en fait, c'est
dans la deuxième partie, on a un peu le lien avec le sport de haut niveau, parce qu'on part sur l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives. Et en plus, que c'est important, l'intégrité physique et morale. Bon, compétition, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'Union européenne a compétences exclusives, par exemple dans le domaine de l'agriculture. Donc, les pays ont donné toutes les compétences, tous les droits à l'Union européenne dans certains domaines. Donc, ça, c'est compétences exclusives agriculture, par exemple. Après, on a compétences partagées que l'Union européenne partage avec les États membres. Et ça, c'est par exemple l'environnement ou l'énergie. Et après, on a compétences non, ça c'est difficile, donc je vais lire ça. L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, pour appuyer, coordonner et compléter les actions des États membres. Donc ici, nous sommes dans le domaine du support. Donc, qu'est-ce que l'Union peut faire dans le domaine du sport? Tandis que santé, culture, tourisme, c'est supporter les États membres. Donc, on peut dire, c'est pas vraiment beaucoup. On peut juste coordonner, appuyer, c'est rien, mais on peut déjà faire quelque chose. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait encore? Comme vous savez, l'Union européenne, c'est une machine de bureaucratie. Qu'est-ce qu'on fait? On produit les documents. De temps en temps utile, mais de temps en temps pas utile vraiment. Mais, par exemple, la Commission européenne, il produit son propre document, par exemple, livre blanc sur le sport, communication de la Commission. On produit les guidelines, par exemple, dans le domaine de dual career. Double projet, oui, ça s'appelle double projet. Bon, Parlement européen, il fait son propre document aussi. Les experts, dans l'Union européenne, on a 5 groupes d'experts dans le domaine du sport. Ils produisent les documents aussi. Mais le plus important, pour le moment, c'est le plan de travail. Le plan de travail, c'est adopté pour toute l'Union, pour tous les États membres, chaque 3 ans. Ce plan de travail, maintenant, c'est 2014-2017. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme une Bible pour nous. Donc, on a 3 priorités dans chaque domaine. Donc, on a intégrité du sport, dimension économique et sport et société. Dans ces 3 domaines, l'Union travaille. Donc ça, c'est on met ces sujets au centre. Comment on peut toucher les sports de haut niveau? Donc, j'ai déjà dit que le sport de haut niveau, c'est pas vraiment au centre de notre compétence, problématique, discussion. Parce que on ne parle pas sur la compétition, sur les Jeux olympiques, on parle pas, on discute pas, on finance pas les Jeux olympiques, les compétitions de haut niveau. Mais pour nous, les problématiques qui est liées au sport de haut niveau, c'est important. Donc, dopage, trucage de matchs, double carrière, double projet, égalité, hommes et femmes, protection des mineurs, violence dans le stade des supporters, mais violence aussi dans le pitch, donc entre les athlètes, et bonne gouvernance. Ça, c'est juste pour vous montrer quelque chose, que l'Union européenne, il fait la régulation dans les autres domaines, par exemple de non-discrimination sur nationalité. Et cette non-discrimination, ça touche aussi le sport. Donc,
ça touche par exemple dans le domaine des sports de haut niveau. Et ça c'est important. Et aussi les aides d'État qui est politique de concurrence. Et, par exemple, il y a l'exemple spécifique que l'Union européenne a donné d'accord pour utiliser les aides d'État pour construire certaines infrastructures sportives, par exemple pour l'Euro 2016. D'accord, donc c'était juste introduction. Mais aujourd'hui, je voudrais parler avec vous sur 4 sujets. La lutte contre le dopage, double carrière, égalité hommes et femmes et bonne gouvernance. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que je pense que aujourd'hui, c'est les hot topics. Donc, on avait beaucoup de scandales dans ce domaine et je pense que ça peut être intéressant de discuter avec vous. Bon, on commence avec la lutte contre le dopage. Donc, je suis sûre que vous connaissez déjà les scandales récents. Donc, on a entendu récemment Maria Sharapova. Donc, c'est le problème qui touche vraiment les athlètes de haut niveau. Le problème qu'on a, c'est que toujours les tricheurs sont toujours une longueur d'avance. Comment on peut expliquer ça? Que les techniques de dopage est toujours plus avancée que les personnes qui contrôlent. Bon, maintenant je vais vous montrer une vidéo sur le dopage. Et peut-être après on peut discuter sur cette vidéo. This is not how an athlete as talented as Russian Yulia Stepanova should be training. Alone, no coach, no team, no flag to compete under, living in hiding under an assumed name, frankly, afraid for her safety and not just hers. Her son and husband are at risk too. They've moved 9 times in a year. What about your family? Do they know where you are? Now, no. They don't know about where we. They don't know where you are? They know just we safe. Once a rising track star, she's now been branded a traitor by Russia, which wants her silenced. That's because, along with her husband Vitaly, she bravely collected evidence about Russia's systematic doping program and then shared it with the world. Their core conclusion: Russia's track success is all about drugs. There is no anti-doping movement in athletics, and in Russia there is a completely opposite thing. It's a doping movement, and everyone around Yulia says that that's the only way to succeed. If you dope and if you lie about it. You should know this is the most unlikely of couples. They met when Vitaly was working earnestly with Rusada, Russia's anti-doping agency. There he is, proudly showing politicians the testing facilities at various events and education programs. He says he believed in what he was doing. And then he met and fell in love with Yulia, and it was all so easy. Until she talked with him about doping, her doping. Something she said was just part of regular training for just about everyone. Was it difficult to tell Vitaly that you were an athlete who was using steroids? No, it was easy because I thought he knew a bit about athletes, how he used dope. Did you know, though? I had some suspicion, but not to the level that she told me. And when she openly said that most of the athletes are doping, I guess that I realized I'm not changing anything for better here.
So frustrated with what he was learning from Yulia, back in 2010, he secretly began sending details to WADA of how Russia's doping system functioned, the way Russia's anti-doping agency was actually working to help athletes get away with doping. Sometimes the agency agreed to test athletes between their courses of drugs so samples would be negative. Sometimes positive samples just disappeared. In Yulia's case, in 2011 and 2012, she was competing dirty in national championships, and all she had to do after the race, she would do doping controls and just act normal while knowing she was doped. And after she's out from the doping control station, just text the sample number to the director of the Moscow anti-doping lab, and there were never positive sample. Yulia believed as long as she followed her coach's orders, she'd never test positive. But one day she was curiously suspended, banned. Seems Russia needed a few positives to appear credible, and it chose her. Yulia chose to come clean. She wrote a lengthy letter to WADA outlining everything she ever took and how and under whose direction. She named names. Vitaly was still reaching out to WADA too. They thought action would be swift. But after years, nothing seemed to happen. And of course, both of us, we were frustrated at some point because we just didn't know if I knew anything is happening. Like even at WADA, there were people who did not want this story to be out. 1, 2, 3. But he maintains someone at the World Anti-Doping Agency suggested if he really wanted results, he needed to go to the media. He turned to a German journalist who made a devastating documentary. Vitaly and Yulia gathering evidence to be broadcast, showing how easy it is to buy the banned substance EPO in Russia just by ordering some on the phone. You order it like a pizza. Yes, exactly. Yulia secretly recording conversations with officials and trainers. Was ist das? Oxandrolon. The documentary laid out every ugly detail. Suddenly, WADA was jolted into action. Less than 2 weeks after the documentary aired, it announced an independent commission into doping in Russia. Yulia and Vitaly had already started to get weird phone calls and advice to get away, hide, that Russian officials were livid and it was no longer safe to stay in the country. My family told me after this movie, asked me why you do this. You never change this world. I told him, I try. I just try, and we will see. Maybe it's something change. Last November, WADA's independent commission reported back. The words for Russia were harsh. Would you describe it as state-supported doping? In the sense of consenting to it and allowing it, yes. I don't think there's any other possible conclusion. One of the worst doping scandals in history. Russia accused of effectively sabotaging the London Olympics. The International Association of Athletic Federations banned Russia's track team from international competition, including the Rio Olympics, unless it proves it is reformed. The IAAF's officials were in Russia earlier this week assessing if a cleanup is happening. Vitaly is less than optimistic that Russia will genuinely be held accountable. The same people who've been running the doping programs now will say that we changed everything. I don't believe this. You're saying something very important about a huge country in the Olympic movement. How did the IOC respond? It definitely seems that IOC prefers to believe sports officials from Russia and not to us. He doesn't have much faith in the IAAF either. It's recently been accused of knowing all about the Russian doping program since 2009 and hiding the details until whistleblowers exposed it to the world. Life for this couple isn't getting easier. Russia still discredits and defames them. They can't go home. The Russians say that this was a ploy, that you worked with WADA, and that you've applied for asylum in Canada. Yes. Is that true or false? It's false.
You haven't applied to come to Canada? No. Actually, nobody in Canada was interested in us. They live like nomads now, keeping to themselves, not talking to neighbors, not able to work, barely able to hang on. And hardest for Yulia, she trains, but for what? Oh, so you would run if another country said, please compete for us, you would go? Yes. But nobody has asked you? No. Ideally, she'd like to run in Rio under the IOC flag as an independent, but that too seems unlikely. There could be lots to regret, and yet they're still glad they came forward. Our lives changed. We are free. We don't have to lie. We can be honest about what we do. There's no denying coming clean has a cost. Their limbo doesn't yet have an end. And there's no sign that Russia's addiction to doping and cheating is over either. Adrienne Arsenault, CBC News. Bon, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une athlète de haut niveau, Juliana Rusanova. Elle est 800 mètres, championne de 800 mètres en Russie. Donc, vraiment une athlète de haut niveau. Et donc, elle a pris le dopage qui est donné à elle par le coach. On a la fédération qui a supporté le dopage. Et en fait, on a un État qui a autorité publique qui, probablement, ils ont supporté ça aussi. Le dopage, c'est un mécanisme qui, ici, exemple d'athlétisme en Russie, on peut dire le pays spécial, mais vous voyez, c'est un organisme qui est préparé de début à la fin, parce que tout le monde, ils ont sa rôle dans ce mécanisme de dopage. Et comment vous pensez on peut combattre ce processus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais en fait, on a le laboratoire, on peut dire, indépendant. Parce que là, dans le cas-là, c'est les Russes qui contrôlent les échantillons russes et qui les cachent, qui les font disparaître, alors que ça avait été un laboratoire indépendant. Peut-être au niveau européen, ça n'aurait sûrement pas été le cas. Oui, c'est bon, mais en fait, quand tu pars pour les Jeux olympiques, les contrôles sont faits dehors de ton pays. Donc, ce mécanisme, c'est aussi je pense qu'ils ont triché, vraiment, ils ont changé. J'ai lu un autre article qu'ils ont changé les samples. Ça, oui. Donc, c'est vraiment. Mais peut-être que vous avez une autre idée, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je suis sûre que vous savez que. Je pense que ça, j'ai un slide sur ça aussi. Qu'il existe l'Agence mondiale antidopage qui s'occupe de toutes les questions de dopage. Mais imaginez, on a cette agence. Qu'est-ce que cette agence il peut faire? Mettre des moyens en œuvre à l'encontre de ceux qui soutiennent justement le dopage. D'accord, mais... Il y a un contrôle de ces institutions qui soutiennent peut-être les gens qui se dopent. D'accord, mais est-ce que vous pensez que on doit plus expliquer à les athlètes que ici c'est peut-être ici les athlètes sont les personnes qu'il faut que ils disent non à certains moments? Ou vous pensez que c'est pas possible, que les athlètes ils vont toujours avoir on veut gagner, le coach nous dit ça, on va faire ça? Non, parce qu'à partir du moment où ils vont dire non, en fait, ils vont être écartés. Donc il y a une pression qui fait qu'ils se sentent obligés de dire oui.
Ce qui pourrait être fait, à la limite, serait des sanctions. Je ne sais pas comment ça pourrait être fait, mais des sanctions, des interdictions de participer aux JO, je pense qu'il n'y aurait que ça qui pourrait leur permettre de retenir la leçon. C'est tellement implanté culturellement et on voit bien les impacts au point où certaines personnes en sont à devoir devenir nomades et d'autres qui y perdent la vie. C'est que c'est vraiment implanté dans le système et pouvoir changer ça juste avec c'est pas bien ce que vous faites, etc. On pourra pas. Il faut vraiment que là il y ait des sanctions qui soient mises en place, quoi. Oui. Je pense simplement qu'aujourd'hui, le sport de haut niveau est devenu un moyen de promotion sociale dans ces genres de pays-là. Donc, les athlètes professionnels, c'est une façon de gagner leur vie. Donc, ils ont cette pression du résultat qui leur est alors à la fois imposée par leur pays d'origine, pour qui le sport est devenu un moyen de promotion aussi du pays en question. C'est le cas des pays de l'Est. Ce qui pose un vrai problème, c'est l'équité par rapport à la performance. Donc, on est censé avoir tous les mêmes moyens au départ. Sauf que là, ça ne devient plus le cas. Et puis bon, c'est la guerre, c'est ce que tu disais, la guerre entre les gendarmes et les voleurs, c'est-à-dire les grands lobbies pharmaceutiques qui développent des molécules qui sont censées guérir, en tout cas qui sont pour les gens malades au départ, sont détournés, en tout cas les effets sont détournés, et parfois sont même essayés sur des athlètes dont on ne connaît même pas les effets secondaires. Et donc c'est quand même très dangereux. Sauf que certains choisissent le prix du danger au détriment de leur santé, et qu'ils préfèrent prendre ces produits-là, encouragés ou pas par leurs entraîneurs ou les États, ça dépend à quelle échelle on se situe, mais en tout cas prennent ce risque-là pour pouvoir gagner un peu d'argent, voire beaucoup d'argent aujourd'hui. Ce qui a fait basculer aussi, le dopage, c'est l'engagement financier qui va avec. C'est-à-dire que quelque part, il y a quand même une pression financière à tous les niveaux. Je crois que c'est ça qui aujourd'hui rend les choses difficiles dans le combat. Alors, est-ce qu'une exclusion de la Russie serait une espèce de coup de semonce, ce que certains souhaitent? Je ne suis pas certain que le CIO acceptera d'aller jusque-là, mais on verra bien. Oui, bien sûr, la Russie, c'est un peu un exemple extrême, mais je suis sûre qu'on peut trouver les éléments de ça partout. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit que c'est le problème de l'argent. Et c'est le problème que le succès sportif, c'est le plus important. Les médailles d'or, c'est plus important. La santé, la vie, en fait, des athlètes sont dans la deuxième place. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est un peu pour le futur. Qu'est-ce que la Commission européenne, l'Union européenne, on essaye de faire? On n'a pas beaucoup de tools utiles. On fait les documents, que je disais que sont les documents. On a les outils, on a un peu de l'argent pour l'aider, mais je pense que c'est pas suffisant. Mais en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans notre outil possible? Faire la promotion de coopération entre mouvements sportifs, police, agences d'antidopage. Ça, c'est important. On ne peut pas travailler juste mouvements sportifs toutes seules ou police toutes seules parce qu'ils ne vont pas trouver le tricheur. Donc, on a vu que le rôle de contrôle est limité. Les contrôles ne sont pas suffisants. Maintenant et dans le futur, on doit mettre les centres sur la prévention et l'éducation. Donc, on doit éduquer les athlètes, on doit éduquer tout l'entourage des athlètes aussi. La dernière chose que je voudrais vous dire sur le dopage, c'est de toujours avoir cet équilibre entre le contrôle et la protection des données personnelles. C'est une autre chose qui est maintenant au centre des débats sur l'Union européenne, qu'on a une nouvelle régulation sur la protection des données personnelles, et ça pose beaucoup de problèmes avec la contrôle des athlètes. C'était une question. Je veux dire, oui, dans le cas de la Russie, où
où c'est un peu l'État qui contrôle un peu tout ce qui se passe, comment on peut éduquer les sportifs qui peuvent être amenés à être dopés, pas contre leur gré, parce qu'ils sont quand même au courant, mais comment les éduquer? C'est pas dire attention, c'est pas bien, mais bon, ils vont dire ouais, mais bon, nous on n'a pas trop le choix, quoi. Comment Oui, mais donc c'est ce que je disais, c'est pas seulement éduquer les athlètes, mais tout l'entourage. Mais avec le cas de Russie, ça va être super difficile, je suis sûre. On peut essayer de temps en temps de faire ça. Quand les athlètes ils partent pour les Jeux olympiques, les championnats internationaux. Maintenant, on veut plus faire l'investissement sur avoir les séminaires juste à côté des Jeux olympiques, sur le dopage, sur le double projet, sur le match, de trucage des matchs. Donc, peut-être ça va... mais je pense que j'espère que la Russie, c'est vraiment quelque chose de plus extrême. Non. Oui. J'ai, dans une vie antérieure, pas mal travaillé sur ces sujets au niveau de l'État. Et je pense qu'en France, et depuis longtemps, on est sur ces problématiques et je suis satisfait de voir que tout ça avance et que tout ce que vous dites, c'est très important. Moi, je reviens à des choses assez basiques. Le dopage, c'est à la fois de la triche et en même temps mise en danger de l'intégrité physique des individus. Donc les pouvoirs publics s'en préoccupent pour ces deux choses-là, mais je vais insister sur le premier point. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait pas encore aidé des athlètes qui ont été floués par des tricheurs à demander réparation. Et je pense que tant qu'on ne fera pas ça, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on connaît tous une sprinteuse française qui aurait pu être championne d'Europe et tout ça, qui ne l'a pas été, parce que tous ceux qui l'ont battue ont été déclarés dopés après. Et moi, je pense qu'il faudrait... Et ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'argent, bien sûr, mais ce n'est pas qu'une question d'argent, parce qu'on triche depuis toujours. Même quand on joue aux cartes, et même s'il n'y a pas d'enjeu, on triche. Donc la lutte contre la triche, elle est assez fondamentale dans le sport. Et je pense qu'on devrait aider des athlètes qui ont perdu des titres qu'ils auraient dû gagner à retrouver leur dignité et leur victoire. Et je pense que les pouvoirs publics devraient aider des initiatives, peut-être aider la création d'une fondation, ou je ne sais pas, mettre un peu d'argent pour aider ce mouvement-là. Parce que si demain matin la justice commençait à chercher les responsabilités, là on commencerait à poser des questions aux entraîneurs, pas qu'aux athlètes, aux entraîneurs, éventuellement au pays. Et donc c'est à eux de réparer le préjudice, parce qu'il y a préjudice. Voilà. Et tout ce qui est là, il faut le faire, bien sûr, mais il me semble que tant qu'on n'arrivera pas à trouver les moyens d'aider ceux qui ont été floués dans leur carrière, et tous ceux qui sont propres, quelque part, les tricheurs les ont dépossédés de leurs titres. Voilà, ils auraient dû avoir des titres, ils ne l'ont pas eu, il y a un préjudice, il faut demander réparation. Et on devrait aider les athlètes à demander réparation. Et pour l'instant, je n'ai pas vu le début du commencement d'une réflexion et d'une mise en œuvre. Et je pense qu'il faudra au moins aider déjà à essayer de voir ce que ça pourrait donner. Parce qu'une des solutions que vous avancez, c'est une plus grande coopération entre le mouvement sportif, les pouvoirs étatiques, police, justice, et des agences indépendantes. Ça, il faut faire absolument, c'est indispensable. Mais je pense qu'il manque là-dedans encore une dimension de soutien aux athlètes qui ont subi des préjudices. Oui, c'est très intéressant. C'est encore on doit mettre le centre plus proche des athlètes. Oui, c'est très intéressant. Je suis d'accord. Bon, à part des documents qu'on crée, on fait trois choses. On peut faire comme la commission, parce que je vous ai déjà dit qu'on a compétences d'appui, de coordination. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de créer possibilités pour les États membres, pour les agences aussi, en plus pour le mouvement sportif, de coopérer. Donc, on peut faire ça sur le groupe des experts.
pour le moment, dopage n'est pas vraiment dans le groupe des experts, parce que les États membres ont décidé en 2011 que, en 2014 que ce n'est pas le sujet pour les experts. Mais je pense que ça va changer maintenant parce qu'on va discuter ça l'année prochaine. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire comme la Commission? On fait ça, mais aussi on finance les projets transnationaux qui sont basés sur l'échange d'expériences et protection et éducation contre le dopage, contre l'utilisation de dopage. Donc, vraiment, on n'a pas très fort utile, mais on essaye quand même. Mais sur le financement, je vais parler un peu après. Ça va ou... Bon. D'accord, maintenant, le sujet de double carrière, on va commencer avec les vidéos aussi. Bonjour, je suis Cédric Bergès, gérant de la charcuterie au bar à Bayonne. Bonjour, je m'appelle Mike Tiwata. J'étais joueur pro pendant 11 ans. J'ai commencé par le Stade Toulousain. J'ai fait ensuite Perpignan, Toulon, Montauban et je suis revenu dans mon club formateur l'Aviron Bayonnais où j'ai fini ma carrière en 2009 et j'ai repris l'affaire familiale depuis. J'ai joué 12 ans de rugbyman professionnel. La plupart du temps à Bayonne, 8 ans j'ai passé avec Aviron Bayonnais. Voilà, et maintenant je suis en train de faire un CAP de charcuterie traiteur, la vie après le rugby. Arrivé dans l'entreprise voilà, en faisant un CAP, donc ça lui permet de se former complètement à l'école, donc il passe pas mal de temps à l'école, pas mal de temps ici, donc il est super intéressé par ce qu'il fait. Il a un beau projet, c'est-à-dire de récupérer ce savoir-faire que l'on a ici et de le ramener chez lui en Nouvelle-Zélande. Je suis attiré vers la charcuterie, la transformation de porc façon française, façon Pays Basque. Je suis grandi à la ferme en Nouvelle-Zélande, donc je me trouve avec un couteau dans la main, donc voilà, donc c'est quelque chose qui me plaît. Moi, quand il m'en a parlé, bien sûr que j'étais à fond derrière lui et très motivé aussi pour l'intégrer dans l'entreprise et puis vraiment tout lui montrer, lui donner toutes les facettes du métier pour qu'il puisse voilà, avoir sa reconversion assurée quand il rentrera chez lui en Nouvelle-Zélande. Je me lève tôt, hein. Je fais 5 heures le matin pour aller bosser. Il faut penser à la vie après parce que c'est vrai qu'avec le rugby, on a eu beaucoup de chance. Ça nous donne un coup de main pour commencer la vie, mais ça n'arrête pas là. Donc c'est pour ça qu'il faut se pencher à côté Proval ou Agence 15 pour avoir le renseignement et voir ce que vous pouvez mettre en place avant que ça arrête le rugby un jour. J'aimerais dire merci à l'agence 15 qui m'a donné un coup de main, pas pour les frais, pour la formation. C'est vrai que ça coûte cher et je suis content qu'ils m'ont donné un coup de main pour ça. C'est pas évident pour les rugbymen professionnels pour trouver la vie après le rugby. Donc ils m'ont beaucoup aidé que je puisse faire la formation ici à Bayonne. Si vous êtes rugbyman professionnel et que vous êtes en forme, donc il faut bien penser la vie après le rugby. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent toucher le même salaire en faisant dans une entreprise ou au travail après le rugby. Donc c'est vraiment important que
Vous trouvez une piste que pour vos conventions? Oui, donc dans cette vidéo, c'était une des projets d'Erasmus+, qu'ils ont préparé ça. Mais je trouve ça drôle et ça montre un peu l'idée de double projet. Louis de New Zealand, il a dit cette phrase que pour trouver la vie après rugby. Donc oui. La double carrière, j'espère que vous connaissez la notion de double projet, je suis sûre. Donc, c'est comment on peut faire la combinaison entre l'éducation, le travail et le sport. Donc, pourquoi ce sujet est intéressant pour la Commission européenne? Et pourquoi indirectement on touche ici les athlètes de haut niveau? Donc c'est une phrase qui a été dite par mon plus grand boss, Jean-Claude Juncker, qui a dit que son priorité numéro 1 sera de retrouver le chemin de la croissance et de remettre les Européens au travail. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire avec la double carrière? Comment et pourquoi l'Union européenne va soutenir la double carrière? Parce que on veut l'aider les athlètes d'avoir le succès dans le sport, mais d'être éduqués et de pouvoir entrer dans l'éducation ou marché du travail sans problème après les carrières sportives. Bon, maintenant en Europe, vous savez, on a besoin les travailleurs avec beaucoup de qualifications et on a beaucoup de problèmes aussi de décrochage scolaire. Et ici, comme Commission européenne, on voit le sport, l'idée de double carrière, de un peu l'aider des athlètes. Donc, comment on voit notre rôle? Donc, on a les compétences. Donc, la Commission, on voit notre rôle comme facilitateur entre l'organisation gouvernementale et non gouvernementale. Donc, encore, on aide, on met tous les stakeholders pour parler sur ce sujet et comment on peut l'aider dans la double carrière. Mais est-ce que vous pensez que c'est le problème avec les sportifs qui, après la carrière de sportifs, ils ne peuvent pas trouver l'emploi, ou par exemple quand ils sont injured, blessés au début de son carrière? Vous pensez que c'est le problème? Vous pensez aussi l'autre question que le jeune athlète, vous pensez qu'il veut faire les études ou il pense seulement sur le sport? Ah oui, c'est bon. Quand on est jeune, je pense pas que, enfin, pour les jeunes athlètes, je pense pas que la priorité soit travailler. Ils sont à fond, enfin, pas travailler, mais j'ai repensé à leur avenir. Il y aurait peut-être une fois que ma carrière sera finie, peut-être que je serai astronaute. Mais bon, c'est pas un besoin viscéral qu'ils ont à ce moment-là. Mais je pense que plus ils avancent dans la carrière, automatiquement, on se pose des questions parce qu'ils se rendent bien compte quand même qu'ils sont pas éternels. Enfin, ils se rendent compte, ils se rendent compte qu'ils sont peut-être pas éternels et qu'il y a quelque chose après, quoi. Mais après,
eux, peut-être, s'ils disent, ok, moi je veux faire du double projet, je veux, pendant ma carrière sportive, je veux aller en cours, je veux apprendre des choses, peut-être que l'environnement ne les aide peut-être pas, ne va peut-être pas faciliter. Mais vous pensez que c'est le problème, par exemple en France? Que c'est le problème que les athlètes ils ne peuvent pas trouver l'emploi, ou c'est juste l'idée de Commission européenne que en vérité n'existe pas? Non, je pense que simplement la difficulté, c'est que nous, on a la chance en France d'avoir une loi sur le sport de 1984 qui oblige les athlètes à se former. Donc on a cette capacité à pouvoir à la fois faire des études et à faire du sport jusqu'à un certain niveau. Et plus le niveau augmente, et moins le temps qu'on peut consacrer aux études, si tant est qu'on parle de sport professionnel à très très haut niveau, est disponible. Donc nous, ce qu'on est amené à faire, notamment ici à l'INSEP, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire d'aménager les cursus scolaires et professionnels de nos athlètes pour qu'ils puissent, non pas en 4 ans, mais parfois en 6 ou en 8 ans, continuer à se former et faire donc ce qu'on appelle en anglais l'education, et donc continuer à se former et à performer à haut niveau. Donc nous, on a l'obligation quand même de les accompagner, mais c'est rare en Europe, puisqu'en étudiant les différents systèmes... L'obligation, c'est jusqu'à quel âge? Jusqu'à fin de... Il n'y a pas d'âge chez nous. Donc nous, on s'efforce quand même de les amener ce qu'on appelle au baccalauréat, ce qui est quand même un peu, comme on dit en français, le SMIC, qui est le niveau minimum pour lesquels on souhaite vraiment les former. Et ensuite, on essaie de les accompagner donc, pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils ont vraiment envie. Une des grandes difficultés, c'est ce qui n'apparaît pas là, c'est que souvent ils vont dans des filières qui ne leur correspondent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie tous d'être professeurs de sport ou de faire autre. Ils préféraient peut-être être astronaute ou gardien de la paix, j'en sais rien. Donc en tout cas, l'objectif, en tout cas chez nous, c'est d'arriver à faire du sur-mesure avec les athlètes, ce qui pose un problème de moyens et de disponibilité. Mais en tout cas, pour avoir un peu été dans d'autres pays, c'est vrai que dans la mesure où la législation ne vous aide pas, en tout cas ne rend pas obligatoire un certain nombre de choses, c'est plus compliqué. Oui, parce que l'idée de double projet, c'est en fait de ne pas faciliter les athlètes de finir les études. C'est pas ça. C'est de créer les possibilités de faire la combinaison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que normalement, quand on part sur le double projet, on met l'éducation dans au centre. Donc, on met l'éducation qui est le plus important. Et si, par exemple, moi, je joue basketball ou quelque chose comme ça, mais en fait, je voudrais être médecin. Donc, ça, c'est l'idée que je peux faire les deux. C'est pas dans plusieurs des pays, c'est très souvent quand on met les athlètes, on donne la possibilité de faire les études sur le sport. Pour être le coach, pour être le manager, pour faire quelque chose qui est lié directement au sport. Mais ce n'est pas l'idée vraiment de double carrière. Bon, les défis pour le futur sur le sujet de double carrière. Donc, on pense... là-bas à Bruxelles, que les athlètes, ils doivent être au centre. Parce qu'en fait, c'est les athlètes qui sont les plus importants et il faut travailler avec eux. Peut-être que, quand on a vu sur les vidéos, peut-être que c'était une rêve de cette rugby players d'être le boucher, oui. Donc, boucher. Donc, on ne sait pas. Mais il faut l'aider, mais pas vraiment. Mais vraiment, on doit avoir l'approche client-oriented, on s'appelle ça.
Donc, on doit parler avec les athlètes. Bon, le problème qu'on a rencontré, c'est que succès sportif est plus important. Donc en fait, tout l'entourage des athlètes, il faut qu'ils comprennent que c'est pas le succès sportif qui est plus important, mais on doit mettre la carrière sportive dans le même niveau que l'éducation. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Oui, c'est parce que je demande ça, parce que je sais que c'est très difficile en réalité. Oui, mais vous, vraiment, vous pensez que quand quelqu'un veut faire du sport, c'est le sport qui est toujours en première? Ça dépend vraiment de ses objectifs. On peut tout à fait concevoir que pour une Olympiade, pendant 4 ans, on consacre davantage de temps au sport qu'à ses études. Mais ça ne veut pas dire qu'on les abandonne. Ça veut dire qu'on les met entre parenthèses ou qu'on ne fait que quelques UC, quelques unités capitalisables pendant 1 ou 2 ou 3 ans. Mais en sachant qu'après cet objectif-là, des Jeux Olympiques par exemple, on va reprendre un cursus scolaire ou universitaire plus appuyé, avec davantage d'engagement à ce moment-là. Mais tout ça pour pouvoir moduler son engagement, parce que s'entraîner 30 heures par semaine, ce qui est le cas de beaucoup d'athlètes, c'est pas toujours gérable avec, par exemple, tu parlais de médecine, la médecine n'est peut-être pas forcément la bonne... c'est possible pour certains. C'est difficile. J'ai pas dit impossible, c'est difficile, mais on va dire que c'est pas le plus facile pour s'entraîner 30 heures par semaine. Et le problème avec les études comme médecine, c'est pas seulement de faire les études, mais normalement, tu finis les études de médecin quand tu es, on dit 24, 25, non? Plus que ça chez nous. 6 ans? C'est quasiment 10 ans, ça. Mais c'est 10 ans, c'est avec le stage. Avec l'internat. Oui. Mais 10 ans. D'accord, donc on dit 28 ans. Mais le problème, par exemple, c'est que tu peux encore être les athlètes quand tu es 28. Oui, bien sûr. Donc tu peux finir ton carrière quand tu es 35. Mais je pense que le gap entre les 28 et 35, ça peut être difficile aussi, non? Après, tout dépend du sport que tu fais. Si tu fais des sports moins exigeants comme le tir, où tu peux durer très longtemps, ou d'autres sports, on peut envisager des carrières plus longues au niveau du sport et des études. C'est très variable. Je crois que c'est vraiment du sur-mesure. Il n'y a pas de règles. C'est ça qui est compliqué. Donc, nous sommes d'accord qu'il faut toujours trouver une balance. Mais qu'est-ce que ça, c'est le truc qu'on pense que ça, c'est le défi pour le futur. Mais prends cet exemple de double carrière. Je voudrais vous montrer un exemple comment l'Union européenne, comment la Commission européenne essaye d'aider, de supporter cette idée. Donc, j'ai déjà dit qu'on a cet outil, le programme Erasmus+, qu'on finance la coopération entre États membres. Et je pense, Dominique, tu peux dire oui ou non, mais je pense que ça, c'était vraiment l'idée de support de la Commission européenne. Que, par exemple, INSEP, le leader des projets qu'on a financés en 2014. Tu veux? Oui, l'idée, c'est d'arriver à d'abord de mutualiser les expériences qui ont marché dans chacun des pays. Et surtout, par rapport à ce qui s'est passé à l'INSEP, c'est d'arriver à peut-être mieux former les gens qui s'occupent et qui gravitent autour du double projet. Donc là, le travail que fait Véronique Le Seur ici dans la maison, autour du projet GIS, qui est Goal in Education and Elite Sports, c'est ça le nom du projet, consiste justement à ce que font déjà les Anglais d'ailleurs par rapport à l'accompagnement des athlètes sur leur double projet, c'est d'arriver à mieux former les gens, leur faire prendre conscience de cette spécificité du double projet qui n'est pas toujours connue et qui n'est pas culturellement acquise. Donc c'est plutôt échange de bonnes pratiques. Il y a toujours, c'est ça, cette idée d'échange de bonnes pratiques, sachant que chaque pays est différent par rapport à sa législation et par rapport à ses
ces connexions. Par exemple, l'Autriche travaille beaucoup avec le ministère du Travail ou avec le ministère des Armées. Enfin, il y a des échanges comme ça qui sont propices ou pas, selon les endroits. Et l'idée du projet d'Erasmus+, là, en tout cas celui dont tu parles, et qui est porté par l'Université de Bruxelles et l'INSEP, est ce projet autour de la formation des accompagnateurs du nouveau projet. Et je pense vraiment que c'est intéressant. D'accord, donc on essaye de l'aider comme ça. Bon, maintenant, troisième sujet, j'espère qu'il est intéressant, l'égalité hommes et femmes dans le sport. Bon, je vais commencer avec la vidéo. I'm knackered. Bon, c'était pas vraiment le sport de haut niveau, mais c'était juste pour vous montrer le projet campagne de Sport England. Je voudrais vous dire que ça, c'est encore une chose que la Commission européenne, l'Union européenne supporte, c'est l'égalité entre hommes et femmes dans le sport. On a les objectifs de l'Union européenne dans le domaine de l'égalité. Donc, on veut que plus que de filles, femmes participent au sport en général. Pas seulement dans le sport de haut niveau, mais dans le sport de masse aussi. La plus importante chose, c'est l'équilibre entre les sexes et l'égalité dans la prise de décision. On sait que dans on a 80% des hommes qui sont pas seulement les présidents, mais aussi dans l'executive board de toutes les fédérations sportives européennes, au niveau européen. Et je pense que dans certains pays membres, c'est très souvent presque 100%. Égalité des sexes dans le coaching, ça c'est important aussi. Lutte contre la violence basée sur le genre. Donc, ouais, c'est difficile. Donc, ça, c'est important aussi. Et la dernière, c'est lutte contre les stéréotypes sexistes négatifs et le rôle des médias. Ça, c'est quelque chose qui était... il y a des semaines, je pense, sur les médias. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse de Djokovic. Vous connaissez cette tennis player, non? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? D'accord, donc je veux juste dire que il a dit que c'est normal que les hommes gagnent plus que les femmes au tennis parce qu'il y a plus de sponsors et il y a plus de personnes qui regardent, supporters, on dit ça. Donc, il a dit ça. Je suis curieuse, qu'est-ce que vous pensez sur ça?
Si on prend le contexte, c'est-à-dire que c'est un contexte de travail, c'est à mon avis normal que quelqu'un qui a plus de vues et plus de sponsors gagne plus. Mais je pense que c'est une conséquence qui est liée à l'activité en soi, parce qu'en fait, on considère peut-être pas souvent que plein de sports, ils ont été peut-être inventés par les hommes pour les hommes plein de fois. Donc c'est un discours un peu complexe, parce que c'est vrai qu'un sport comme le tennis, à mon avis, comme il est joué en ce moment, il est plus passionnant de le voir joué par des hommes. À mon avis. Il y a d'autres... Non, mais je pense que c'est juste fait parce que certains sports ont été inventés pour mettre en valeur certains, disons, qualités qui sont plus propres à des êtres humains de sexe masculin que de sexe féminin. Comme moi, j'aimerais pas trop voir peut-être un homme qui fait comment ça s'appelle ça pas forcément, mais il y a comment ça s'appelle, la gère par exemple, ou de patinage artistique. Je trouve que c'est beaucoup plus joli porté par des femmes, parce que ça met en valeur quelques qualités que je pense que dire que viser l'équité sur la parité complète, ça met complètement, ça enlève tout ce que c'est les petites différences qui font partie aussi de le fait que quelqu'un est un homme ou plutôt une femme, quoi. Dire qu'on devrait forcément être complètement égal, je trouve que c'est dans ce sens-là, c'est même triste. D'accord, mais est-ce que vous pensez, c'est ton opinion, mais est-ce que vous pensez que peut-être c'est tennis, ça va, mais par exemple, on prend les exemples de handball, de football. Je pense que j'ai jamais vu le handball féminin ou football féminin, the World Championships, sur télé, dans les moments vraiment c'est toujours, je ne sais pas, pendant la nuit ou dans les heures que personne regarde ça. Est-ce que vous pensez que peut-être sur cette opinion, c'est le problème des médias qui ne montrent pas le sport féminin, ou c'est... Ouais, vous avez parlé des médias et tout ça, mais il faut tenir en compte aussi que ceux qui regardent les matchs, c'est pas que des hommes. Dans ce cas de handball et tennis, c'est pas que les hommes en fait. Donc il y a que les femmes. Donc disons, dans ces cas, selon cette logique, les femmes elles participent aussi à cette différence, parce que si on dirait qu'il y a que les hommes qui regardent les hommes et les femmes qui regardent les femmes, il y aura pas ce problème-là. Donc c'est aussi l'histoire des femmes qui regardent les hommes et les hommes qui regardent pas les femmes. Donc c'est à double tranchant, je trouve. Et puis les femmes ne regardent pas les femmes non plus. Ouais, c'est ça. Et puis ce que j'allais dire aussi, c'est... Enfin, c'était quoi? C'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, la Coupe du Monde du rugby féminin. Tout le monde a regardé le match des Françaises. Oh, c'est un beau jeu, je préférais regarder ça que chez les hommes. C'est pas vrai. Si, tout le monde a dit. Et donc je trouve que ça remonte aussi. Ça dépend les sports. C'est comme tous les sports, pas tout le monde va regarder le curling comme ils vont regarder le rugby. Et donc ça à voir. Chaque sport est différent, comme ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Tout est modelé par rapport à chacun des sports. Quoi? Oui, mais en fait, avec le tennis, pour moi, c'est intéressant de parler sur ça, parce que pour moi, le tennis, c'est le sport qui est à peu près le même niveau de sport entre les hommes et femmes. Parce que pour moi, quand je regarde Serena Williams, quand elle joue, exception, mais... Donc, je pense que avec ce sport, je pense que les médias, c'est à peu près le coverage. Je ne sais pas comment on se dit ça. Équivalent. Oui, des médias, c'est à peu près les mêmes. Donc, mais en fait, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce que Djokovic a dit, parce qu'il y a plus de l'argent, plus de sponsors.
ils font qu'on gagne plus. Mais ça, c'est juste... Mais je voulais savoir, est-ce que la Commission européenne a le pouvoir comment dire, peut faire des pressions, par exemple, sur la base de cette idée d'égalité, sur les règlements dans les différents sports, ou pas du tout? C'est-à-dire qu'il n'a aucun pouvoir sur les différentes fédérations? Non, on n'a aucune. Donc, les choses qu'on peut faire, on a une stratégie. Donc, cet objectif, on a dit qu'on va essayer d'implémenter jusqu'à 2020. Mais notre pouvoir, c'est faire la promotion. Donc, on fait le awareness raising, la campagne de sensibilisation. On fait ça, et ça, on peut faire. Mais on ne peut pas dire à la fédération sportive, non, il faut maintenant la même rémunération pour le football féminin que le football des hommes. Non, mais c'est plus que sur le niveau de la rémunération, vraiment d'essayer de pousser pour qu'une pratique qui met en valeur, par exemple, donc, tout ce que c'est des qualités féminines, soit mise en avance. Je sais pas, par exemple, vous pensez que... je sais pas comment dire parce que j'ai pas les bons exemples, mais hypothétiquement, disons que demain, on découvre qu'il y a une façon de jouer au foot sur un terrain plus petit, plus court, avec des temps de jeu plus courts, qui rend le jeu féminin très intéressant parce qu'il perd un peu de temps mort, par exemple, il met à l'écart tout ce que c'est une manque de puissance, de vitesse, d'endurance qu'il peut avoir des femmes par rapport à des hommes. Ben, est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, faire des pressions pour que les différentes fédérations essayent de mettre en place et soient sensibilisées sur ça? Est-il possible ou pas? Non, c'est pas possible en fait parce que notre compétence dans ce domaine, c'est juste, on peut appuyer les États membres. Donc, on peut recommander quelque chose, mais on peut pas vraiment mettre les lois, accent sur ça. Mais peut-être, dommage, je vais prendre ton idée dans la commission et je vais parler, peut-être qu'on peut changer quelque chose. Dans ces débats qui sont des débats de société en définitive, il y a plusieurs entrées là. Tout à l'heure, il y avait une entrée économique, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de sponsors, c'est normal qu'on gagne beaucoup d'argent. Bon. Et derrière, c'est la conception du sport qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en France, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait un équilibrage et qu'il y ait une unité entre le sport professionnel et le sport amateur, qui ait des retours entre justement la dimension économique du sport professionnel avec le sport amateur. Parce qu'en France, on pense que le sport, c'est une unité du plus haut niveau de pratique au sport loisir. Donc il y a une dimension économique. Si on laisse aller cette idée économique, on va jusqu'à des ligues fermées, et on entend bien que certains clubs voudraient justement, et on casse en quelque sorte la logique associative, mutualisée entre tous les niveaux de pratique. Donc ça, c'est un des débats. Maintenant, sur le débat, et personnellement, je pense que ça n'a rien à voir avec des réflexions sexistes. Ça, c'est indépendant du sexe. Maintenant, si on va inventer des règles spéciales pour les femmes, alors moi, je demande qu'on fasse des règles spéciales pour les hommes qui ne sont pas grands pour jouer au basket. Parce qu'il faudrait descendre les paniers, ils sont trop grands. Moi, j'aimerais bien se matcher, et j'y arrive pas parce que je suis trop petit. Et donc, on voit bien... Voilà, alors c'est... Non, de faire ce changement de règle. Ah oui, d'accord. C'est tellement facile et on ne peut pas le faire. On ne veut pas le faire. C'est-à-dire, le sport... Il suffirait de dire, on fait des catégories de taille, ouais. Comme on fait des catégories de poids, ça reviendrait à ça. Les sports dépendent totalement de la taille. Ce serait très simple. Pourtant, le Parce que derrière, ça toute l'idée de stigmatisation, de changement, mais qui est aussi... Ben, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Il y a des fédérations qui le font. En Nouvelle-Zélande, en rugby, ça se fait. Bon, d'accord. La meilleure fédération, c'est l'équitation. Vous savez bien qu'il y a un seul classement entre les hommes et les femmes. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est les chevaux qui passent les barres aussi. Mais enfin, il y avait une blague qui disait tant que le cavalier portera pas le cheval. Mais la seule fédération où les classements sont identiques, hommes et femmes, c'est l'équitation.
Et il y a des sports qui font des efforts. Moi, j'aime beaucoup les sports d'hiver. Au biathlon, maintenant, toutes les grandes compétitions sont hommes et femmes. Un jour, c'est les hommes, le lendemain, c'est les femmes, ou le matin, l'après-midi. Et je pense que c'est vers ça aussi qu'il faut aller, c'est-à-dire aider les fédérations à avoir une organisation qui soit plus en rapport avec l'éthique sportive. Parce que derrière tout ça, c'est quand même, on va revenir à ce que vous disiez au début, c'est des questions de valeurs. Ouais. Derrière, c'est les valeurs. De quelles valeurs parle-t-on ? Est-ce que c'est que le business pour le business, ou est-ce que derrière, il y a d'autres valeurs, d'éducation, de respect, etc. Juste un point, je passe la parole après. Juste un point pour éclairer ta remarque initiale sur l'invention des sports par les hommes pour les hommes. Rappelle-toi quand même dans quel état d'esprit étaient les hommes au XIXe siècle quand globalement le sport naît. Et en particulier dans leur regard aux femmes, qui était de dire c'est interdit d'y penser seulement, puisque nous allons les détruire. Et que donc les générations suivantes seront débilitées, si j'emploie les mots, des présidents des associations médicales, américaines, britanniques, européennes, quelles qu'elles soient, de dire le sport ne peut pas être bon pour les femmes, puisqu'elles vont y perdre toutes leurs qualités féminines dont tu parlais tout à l'heure. Toutes leurs qualités féminines, et donc en plus on va avoir des enfants débiles, des machins, et donc on y perdra toute notre âme et l'humanité s'effondre. Voilà, c'est écrit comme ça, dans les textes c'est écrit comme ça. C'est te dire quand même à quel point les choses petit à petit au fur et à mesure qu'elles avancent peuvent changer, et notre regard peut changer. Et l'histoire que rapporte Scott, de changer les règles, mais surtout aussi de donner les opportunités de temps en temps de pouvoir avoir un regard sur une compétition. En rugby et en football, on en a eu 2 féminines qui nous ont dit à un moment donné, mais on peut réunir 3,5 millions de téléspectateurs un soir face à un écran d'un match féminin. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, la barrière n'est pas si élevée que ça. Il y en a une, il y a des différences, il y a des variations, il y a des choses qui font effectivement partie de... Mais une fois que tu sais où se situe cet écart, tu peux donner des opportunités dans tous les sens. Annie, on ne les a pas beaucoup entendues, les femmes, s'exprimer sur ce sujet. Je vais pas. C'était juste une proposition, mais peut-être. Pourquoi l'Union européenne ne créerait pas une télévision, une média propre à elle, où elle diffuserait justement tous ces sports qui sont un peu oubliés ou pour leur promotion. Moi, je pense que ça pourrait être aussi une des solutions. Passer l'argent, autre chose. Voilà. Oui, mais je ne suis pas sûre si la Commission européenne peut créer son propre télévision utilisant l'argent des États membres. Mais peut-être que je vais demander. Oui, deuxième idée. Oui, mais je voudrais juste vous dire une chose que je ne suis pas sûre que si vous savez que les Jeux olympiques à Londres, c'était les premières qu'on avait toutes les disciplines sportives, femmes et hommes. C'était la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques. C'était à Londres. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Bon. Donc pour nous, ça c'est les outils pour l'avenir quand on parle sur l'égalité. Donc ça c'est premièrement, je pense que campagne de sensibilisation. Je pense que c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est on peut changer les manières de vivre, les manières de penser. Donc ça c'est la première chose qu'on essaye de faire. Éducation. Peut-être un peu de monitoring. Ça, spécialement sur le sujet de decision-making process. Donc, ici, on voit le rôle de plus de rôle de femmes dans le board de fédérations sportives. Bon, role models, donc peut-être pas les exemples de Djokovic, parce qu'on peut être d'accord ou non avec lui, mais peut-être c'était pas bon que lui a dit ça dans cette manière. Mais ça c'est pour vous, pour réfléchir. Donner un peu plus de l'accès, des possibilités pour les femmes. Bon, c'est mon dernier point en fait, c'est bonne gouvernance. Je veux faire ça très, très vite parce que c'est déjà
8h moins 20. Donc, en fait, ici, il n'y a pas la vidéo, désolé. Donc, ça va être très ennuyant, je pense. Mais je pense qu'on tout sait que maintenant, on a une grande crise, la chute de bonne gouvernance dans le sport. Vous savez, FIFA, l'UEFA, toutes les crises, dopage aussi, parce que ça c'est le problème. Aussi les grands événements sportifs, la procédure, comment ils sont distribués, et comment ils sont financés, ça c'est le problème. Et le problème que maintenant, les États membres, le pouvoir public, on ne peut pas juste fermer les yeux et dire on a l'autonomie des mouvements sportifs. Donc, pour nous, on peut dire que la crise va continuer un peu. Donc, dans cet sujet, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Donc, je pense que dans l'année qui vient, on va observer le plus d'interventions d'État. Ça veut dire un peu moins de l'autonomie des mouvements sportifs. Et ça, c'est que les États membres, maintenant, ils vont faire. Ils vont faire les codes de conduite. Ils vont lier le financement national des mouvements sportifs lié au code de conduite, donc de bonne gouvernance, d'avoir en place les règles qui dans certains pays bien sûr existent, mais pas dans le tout pays. Donc l'autonomie doit être gagnée. Ça c'est important. Et le mouvement sportif, il faut qu'il sache ça, que l'autonomie, c'est lié en bonne gouvernance. Maintenant, je vais vous dire quelques mots sur le plan de notre commissaire responsable pour le sport. Donc, l'idée de commissaire, que c'est dans 4 ans, on va, avec coopération avec les États membres et mouvements sportifs, on va changer un peu de mouvement sportif. Il va commencer son projet en septembre. Il va lancer pendant la conférence sur bonne gouvernance, il va lancer une déclaration de coopération entre les mouvements sportifs, toutes les fédérations, les États membres et la Commission. Donc on va voir, c'est un plan pour le moment. On va voir comment ça sera. Comment ça sera, oui. Oui, comment ça va se passer. Merci. Bon, on va voir. Mais la plus importante chose, que c'est encore un sujet qu'on perd les images positives du sport. Quand on pense sur le FIFA, l'UEFA, le sport, le football, très souvent, on pense sur le problème corruption. Et ça c'est le problème de changer un peu d'image des sports. Et maintenant, les États membres, ils sont déjà commencés. Maintenant, ils préparent les documents, la déclaration de tous les ministres responsables pour le sport. Maintenant, ils vont adopter ça, je pense, le 31 mai au Conseil de l'Union européenne. Ils vont adopter les documents sur l'intégration et bonne gouvernance, pour le moment liés au Major Sport Event. Donc, toutes les procédures et tout ça, pour un peu l'aider, le mouvement sportif aussi, avec cet problème. Bon, futur. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans le futur? On va voir probablement l'autonomie du sport limitée. Donc, c'était toujours dans le drapeau des mouvements sportifs, on veut l'autonomie. Mais en fait, l'autonomie, peut-être c'était trop prématuré de donner l'autonomie, parce que maintenant on a les scandales et les crises.
Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, que c'est, on ne peut pas seulement voir le succès sportif. Bien sûr, je suis d'accord, c'est important. La médaille d'or, c'est important. Mais ce n'est pas ça seulement. La santé des athlètes, si on parle sur le dopage, l'image du sport en général, et aussi l'éducation, si on pense sur le double projet. Bon, plus de règles de bonne gouvernance qui vont probablement être liées avec le financement au niveau national. Et ça va être un grand changement pour le mouvement sportif au niveau national. Qu'est-ce qu'on a besoin spécialement au niveau européen? Plus de coopération entre tous les acteurs. Il y a 2 ans, quand on a essayé de parler avec le mouvement sportif, ils ont dit oh, d'accord, on peut discuter, mais c'était rien, c'était juste une discussion sans vraiment travailler sur le sujet. Mais maintenant, je pense que ça va changer un peu. Et le 5e, je vois le besoin de donner plus de voix des athlètes. Parce que à la fin de la journée, c'est les athlètes qui sont au centre. Il faut peut-être parler avec eux plus, éduquer et vraiment aider les athlètes. Bon, on a 10 minutes, mais je ne sais pas. Je peux vous envoyer les présentations parce que je ne sais pas si vous êtes déjà super fatigué. Vas-y, 10 minutes? On a 10 minutes, d'accord. Donc, ça c'est notre outil, c'est l'argent. En fait, c'est la bureaucratie, donc c'est les documents et l'argent qu'on a dans la Commission européenne. On a le programme Erasmus qui donne le financement stable pour la période de 7 ans. Le focus sur le sport de masse. Ça, c'est les 3 objectifs. Donc, les thèmes, les sujets que si vous avez le projet, peut-être la Commission va financer. Donc, premièrement, c'est les problèmes, parce que c'est tous les trucs qui sont liés au dopage, match fixing, violence, discrimination. Deuxième, c'est bonne gouvernance et double carrière. Donc, c'est les 2 choses qui sont plus positives. Et le 3e, c'est dimension sociale. Donc, égalité des chances, inclusion bénévole. Quel type d'actions on finance? Donc, pour le moment, on finance seulement les projets transnationaux, transfrontières. Donc, on ne finance pas directement chaque projet de chaque État membre, mais on finance la coopération, on supporte la collaboration. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un projet de collaboration où on a besoin de 5 États membres pour faire les projets. On a manifestation sportive européenne à but non lucratif. Ça veut dire, par exemple, Special Olympics, par exemple. Donc, on supporte ça. Ici, on a besoin de 12 États membres pour participer. On finance aussi les études. Donc, ça, c'est le 3e. Et on finance aussi le dialogue avec le mouvement sportif. Mais pour le moment, ça, c'est plutôt le Forum européen du sport qu'on organise, la Commission, une fois par an. Bon, le budget, c'est à peu près comme ça. C'est un budget qui augmente. Normalement, dans 2016, c'est 34. Je vais vous montrer après. Donc, à peu près 40 projets par an sélectionnés. Ça, c'est les statistiques un peu sur le pays. Bon, le sujet, ça c'est intéressant, le sujet de 2015.
le dopage. On a reçu 12 applications, mais 0 était financé. Ça c'était intéressant. Pourquoi? Parce que le problème, c'est la procédure. Et le dopage, ici, c'était lié au sport de haut niveau. L'idée de notre programme Erasmus+, était de financer les sports de masse. Et ça, c'est le problème d'évaluation. Parce que c'était le spécial projet pour les athlètes de haut niveau. Et ce n'est pas le sport de masse. Et ça, c'est le problème. On dit ça, qu'il faut être ça, il faut absolument changer. Parce que ça, c'est le problème. Avant, on a financé le projet de dopage dans recreational environment, comme ici. Mais ça doit être toujours lié au recreational environment. Donc ça c'était le problème. Mais aussi intéressant, c'est le double projet. On a reçu 24, on a financé 9. Je pense que c'est beaucoup. Bon. 2016, c'est déjà publié. Si vous avez l'idée, vous pouvez trouver votre partenaire dans les autres 4 pays. Deadline, c'est 12 mai. Vous pouvez lancer un projet. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Le nouveau truc, c'est maintenant petit partenariat. Donc, on va financer à peu près 100 projets. Et pour les petits partenaires, on a besoin seulement 3 partenaires. Donc ça peut être intéressant. Bon, et ça, c'est juste la dernière chose de European Week of Sport. Donc ça, c'est pas le sport de haut niveau, c'est sport de masse. Donc c'est la campagne qui s'appelle Be Active. Ça, c'est l'idée de la Commission européenne pour répondre à l'inactivité physique. Vous avez ici les experts sur la santé et le sport. Donc, mais je peux vous dire que l'inactivité physique, c'est maintenant 4e cause de mortalité en Europe. Donc, ça, c'est très dangereux. Donc, on essaye de faire quelque chose. Comment ça marche? Donc, maintenant, la première fois, c'était dans 2015. On a essayé de faire un truc vraiment européen. Mais maintenant, on va continuer. Ça va être en septembre. On va essayer, on négocier avec les États membres d'avoir vraiment une semaine d'activité physique, semaine consacrée à dans tous les pays, vraiment faire du sport. Ça peut être intéressant. Je vous encourage d'être actif et participer sur ça. C'est toujours intéressant. Bien sûr, on a pendant la semaine le thème spécifique, qui c'est l'éducation aussi. Donc, ça peut être intéressant. Bon, je pense que c'est la fin. Merci.